Ik dank u zeer, meneer de voorzitter. Merci, Monsieur le Président. Cette invitation à participer à cette très intéressante discussion. Je salue par ailleurs le travail de la Commission, la volonté d'accroître la transparence administrative dont je suis un fervent convaincu, même si je pense qu'elle doit être assortie de limites. Alors, pour tenter de respecter le timing qui m'a été imparti, je me limite évidemment à quelques observations, quelques questions. D'abord, en ce qui concerne la publicité active et l'ajout d'une obligation de publicité active des membres des organes stratégiques, donc des cabinets ministériels. Article 2, paragraphe 2 de la loi après éventuelle modification. Première question, pourquoi limiter cette obligation de publicité active aux membres des cabinets ministériels? Le commentaire des articles indique ceci. L'intérêt de publier la liste des membres des organes stratégiques est directement lié au caractère politique de la fonction. Il est vrai que, suivant l'article 2, paragraphe 2 de l'arrêté royal relatif au cabinet ministériel, pour faire bref, la cellule stratégique ou le noyau stratégique appuie le membre du gouvernement pour la préparation et l'évaluation de la politique. Il y a donc un critère objectif de distinction par rapport notamment aux directeurs généraux d'administration, puisque l'administration exécute la politique. Mais ne faudrait-il pas expliquer pourquoi la fonction politique implique une publication des noms des personnes concernées, tandis que la fonction exécutive ne l'imposerait pas. D'autant que le but de cette publication, telle qu'elle est exprimée dans le texte de l'article 2, paragraphe 2, est de, je cite le texte, en projet, permettre un contrôle externe effectif, renforcer la confiance des administrés et prévenir les risques relatifs à l'intégrité. Cela ne s'applique-t-il pas également à l'administration, à tout le moins pour les fonctions de direction? Qu'est-ce qui fait sous cet angle la différence entre la fonction politique et la fonction exécutive? Voilà une question à laquelle il faudrait peut-être répondre, à tout le moins dans les travaux préparatoires. Cela étant, ce n'est à mes yeux pas une question fondamentale. Je ne vois pas de contradiction, en revanche, je ne vois pas de contradiction directe entre cette publication des personnes, des membres des cabinets ministériels et la nouvelle exception des informations relatives à l'exécution d'une stratégie. En effet, cette exception n'est qu'une exception qui ne vise qu'une série de documents, en particulier, elle ne vise pas tous les documents. Il ne s'agit pas de dire que les membres des cabinets ministériels ne peuvent rien communiquer du tout. Donc je ne vois pas de contradiction entre les deux textes, les deux nouveaux textes. Concernant la forme de la publication des membres, des coordonnées des membres des cabinets ministériels, il est indiqué qu'il s'agit d'une publication ininterrompue des données au grand public par voie électronique. Pourquoi ne pas prévoir plus clairement sur un site Internet, ou au moins sur un site Internet, comme c'est prévu à l'article 3/1. D'autant qu'on voit dans le commentaire des articles ceci, en principe, cela se fera en général via un site Internet. Pourquoi ne pas l'inscrire dans le texte? Deuxième observation concernant l'ajout d'une obligation de publicité active sur la réglementation relative aux compétences, les politiques, réglementation et services. Je vise ici les articles 3/1 et 3/2 nouveaux. Une observation très modeste et fort technique. D'abord, les termes en français « réglementation relative aux compétences » visés à l'article 3/1 nouveau sont peut-être équivoques. Vise-t-on la réglementation qui détermine les compétences des instances concernées ou la réglementation à propos de laquelle la compétence de l'instance concernée s'exerce? Je devine que c'est la deuxième idée et pas la première. Mais le texte néerlandais « in verband met » est peut-être plus clair, donc en rapport avec, peut-être serait plus clair que « relative à », mais voilà, je n'ai pas examiné la question en profondeur.
Concernant la forme de la publicité à l'article 3-2, les modalités de la publicité active à l'article 3-2, pourquoi ne pas ajouter de nouveau au moins sur le site Internet, au moins sur un site Internet, comme cela est fait à l'article 3-1, avec les mots « à chaque fois que ». Je devine que l'idée visée à l'article 3-2, c'est de viser précisément les nouvelles politiques, réglementations et services. Mais le texte ne le dit pas. En tout état de cause, un site Internet n'est-il pas une forme de publicité très utile, d'autant que je ne vois pas très clair sur les bénéficiaires de l'information visée à cet article 3-2. C'est qui le public cible? N'y a-t-il pas là une limitation dangereuse en ne visant qu'un public cible qui va recevoir une forme ou plusieurs formes, mais pas un site Internet de publicité? N'y a-t-il pas là une limitation dangereuse et de nature à accroître la suspicion? Je comprends qu'il y ait un renforcement de la publicité active vis-à-vis d'un certain public cible, ça je comprends bien, mais pourquoi ne pas ajouter l'exigence de la publication sur un site Internet? Concernant la publicité passive, la publicité sur demande, quelques mots sur la nouvelle exception des documents portant sur l'exécution d'une stratégie politique. Certes, il y a déjà deux exceptions apparentées dans la loi, le secret des délibérations du gouvernement et le document inachevé ou incomplet. Le Conseil d'État a déjà jugé que les communications internes et les messages échangés entre le cabinet du ministre et l'administration sont des documents couverts par le secret des délibérations du gouvernement. Mais la première exception, cette première exception visée par le Conseil d'État dans son arrêt, ne vise que des points de vue personnels. Elle est donc limitée, cette exception. Par ailleurs, son application requiert un examen concret du caractère secret. Et donc, effectivement, comme il est indiqué dans le commentaire des articles, il n'est pas certain que cette exception s'applique à toutes les informations relatives à l'exécution d'une stratégie politique. La seconde exception, le document inachevé ou incomplet, implique que le document soit effectivement inachevé ou incomplet et que ça soit source de méprise, in concreto. Elle peut donc, cette seconde exception, comme indiqué dans le commentaire des articles, ne pas être applicable à certaines informations relatives à l'exécution d'une stratégie politique. Je comprendrai donc l'ajout par le législateur d'une exception expresse liée aux informations relatives à l'exécution d'une stratégie politique si le législateur veut s'assurer de l'effectivité de cette exception. Autre question, cette exception serait-elle disproportionnée ou porterait-elle atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination? C'est difficile à dire au regard de la jurisprudence. À titre personnel, je ne le crois pas. On sait que l'exception du secret des délibérations du gouvernement a été prévue pour, je cite, « éviter que la discussion politique soit paralysée ». Mais l'idée est peut-être ici non seulement celle-là, éviter de paralyser la discussion politique, mais peut-être est-elle en plus d'assurer l'efficacité des politiques publiques en évitant, par leur publicité, que certains tentent d'y échapper. Paralysie et inefficacité des politiques, tels pourraient bien être les effets pervers d'une transparence sans limite. Je n'en veux pour preuve que le constat que, sachant que cette discussion fait l'objet d'un PV et est filmée, je ne vous dirai peut-être pas tout ce que j'aurais pu vouloir vous dire si ça n'avait pas été le cas. Alors, est-ce bien ça l'idée qui est derrière cette exception? Ne faudrait-il pas le dire? Si oui, ne faudrait-il pas le dire? Alors qu'intuitivement, je peux comprendre l'exception. À défaut de justification claire dans les travaux préparatoires, il se pourrait qu'elle ne passe pas à la rampe du contrôle juridictionnel. Restent les modalités de cette nouvelle exception.
Identifie-t-on ce qui est visé par, je rejoins une question qui a déjà été posée tout à l'heure, identifie-t-on précisément ce qui est visé par l'expression « document administratif portant sur l'exécution d'une stratégie politique ». Qu'est-ce qu'une stratégie politique? Est-ce que c'est la même chose que la politique qui est évoquée, qui est visée à l'article 3-2 en projet? Qu'est-ce qu'un document portant sur l'exécution d'une politique? Et pourquoi ne vise-t-on pas la préparation d'une politique? Pourquoi n'inclut-on pas dans cette exception la préparation, les documents, les informations relatives à la préparation? Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'article 2, paragraphe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif au cabinet ministériel, pour faire bref, indique que la cellule stratégique ou le noyau stratégique appuie le membre du gouvernement pour la préparation et l'évaluation d'une politique. Pour justifier la spécificité de l'exception par rapport aux deux autres que j'ai visés tout à l'heure, pour justifier la spécificité de cette nouvelle exception par rapport aux deux exceptions existantes, ne faudrait-il pas dire ce que l'on vise, ne fût-ce qu'en donnant des exemples dans les travaux préparatoires? Quelques mots sur la modalisation de l'exception de la demande trop vague. Le texte en projet prévoit une précision, l'ajout d'un alinéa à propos de la demande manifestement trop vague. Dans la modalisation, dans l'alinéa supplémentaire, la demande manifestement trop vague devient la demande pas claire, la demande qui n'est pas claire. S'agit-il bien de la même chose? N'y a-t-il pas en réalité un élargissement de l'exception avec les termes pas clairs? Je n'ai pas malheureusement eu le temps de creuser cette question. Surtout, ce qui me gêne un peu plus, c'est peut-être la procédure d'invitation à préciser la demande et le nouveau délai qui est imparti à l'instance administrative pour statuer sur la demande. Cela ne risque-t-il pas d'impliquer une multiplication des demandes jugées trop vagues, parce que cela permet à l'administration de gagner du temps pour répondre à la demande. Trois observations pour terminer, quelques observations générales pour terminer. De manière générale, il me semblerait utile de renforcer la publicité active par la mise à disposition via Internet, via site Internet, de tous les éléments, de toutes les informations, de tous les documents communicables qui ne sont pas visés par des exceptions, bien entendu. Je rejoins Mme Michiels et M. Donnet sur ce point. J'aurais voulu, dernière observation, j'aurais voulu pouvoir prendre plus de temps pour réfléchir à l'opportunité de remplacer le recours en reconsidération par un recours en réformation en dotant la CADA d'une compétence décisionnelle. Ce qui est très clair à mes yeux, et je rejoins tout à fait M. Donnet sur ce point, il faudrait évidemment, si cette transformation était envisagée, doter la CADA de nouveaux moyens financiers et humains. Il y a donc là une balance d'intérêt à réaliser, d'autant que peut-être qu'en réalité, le fonctionnement actuel n'est pas... Voilà, mais je précise que je n'ai pas eu le temps de faire l'examen de l'efficience du système actuel. Dernière observation, en tout cas, il faudrait à mes yeux octroyer à la CADA des moyens supplémentaires pour attribuer une meilleure publicité aux avis de la CADA. C'est de nature à assurer le shaming. Le shaming qui est une sanction certes non policière, mais très efficace. Les autorités concernées à répétition par des décisions, enfin des avis, défavorables de la CADA, faisant l'objet de ce shaming et étant peut-être incités à modifier leur manière de voir les choses. Je vous remercie de votre attention.